Bonjour, chers auditeurs. Dans le cadre du programme de formation sur la prise en charge de l'hypertension artérielle, nous allons aujourd'hui aborder la séance numéro 8 qui a pour titre les urgences hypertensives. À l'issue de cette séance, vous devrez être capable de répondre aux objectifs suivants. D'abord, définir une urgence hypertensive et ensuite proposer un traitement pour toutes les urgences hypertensives. Et donc, nous allons aborder le plan suivant. Après une introduction, nous allons définir le cadre nosologique, présenter les pathologies appelées urgences hypertensives et donner la prise en charge avant de conclure. Donc, il faut savoir qu'il y a eu une première étude multicentrine qui a été réalisée en Afrique subsaharienne, dans 7 pays, sur les urgences hypertensives. Elle s'appelle l'étude MULTAF-UCAS. Et donc, elle a retrouvé que la première cause des urgences cardiovasculaires en Afrique subsaharienne était les urgences hypertensives. Et à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, on s'est rendu compte que les urgences hypertensives étaient le motif d'admission aux urgences dans 10% des cas. Et 28% des patients consultés présentaient donc des chiffres tensionnels élevés. Et la mortalité de ces urgences était estimée à 13%, et elles étaient donc élevées. Et dans 2,5% des cas, l'urgence révélait l'hypertension artérielle. Quand on regarde dans le détail, les facteurs favorisants retrouvés étaient essentiellement la rupture thérapeutique et les écarts de régime. Et les tableaux cliniques les plus fréquemment rencontrés étaient ceux de l'encéphalopathie hypertensive et de l'œdème aigu du poumon. Concernant la létalité, les affections les plus létales étaient les encéphalopathies hypertensives et les œdèmes aigus du poumon. Excusez-moi, les pathologies les plus létales étaient donc les accidents vasculaires cérébraux et les œdèmes aigus du poumon. Donc, nous allons donc définir le cadre nosologique de ces urgences hypertensives qui représentent quand même un motif non négligeable d'admission aux urgences et qui sont responsables d'une létalité importante. Donc, il existe plusieurs définitions. Donc, on a une définition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en 2002 qui nous disait que une urgence hypertensive est une élévation de la pression artérielle avec souffrance viscérale immédiate, mettant en jeu le pronostic vital. Des recommandations américaines en 2003 parlaient d'une élévation sévère de la pression artérielle supérieure à 180 mm de mercure pour la systolique et 120 mm de mercure pour la diastolique avec dysfonction viscérale qui requiert une réduction immédiate de pression artérielle. Il y a eu donc des recommandations nouvelles de l'ESC et de l'ESH en 2023, excusez-moi pour l'erreur sur la date. Donc, on définit l'urgence hypertensive comme une pression artérielle très élevée associée à une atteinte ischémique d'organes. Donc, je vous invite un peu à retenir un mélange de toutes ces définitions, mais surtout à ne pas faire de focalisation sur les chiffres. Donc, dans un contexte d'élévation de pression artérielle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire la différence entre l'urgence hypertensive absolue, qui est une élévation sévère de la pression artérielle avec un retentissement viscéral. Donc, élévation de la pression artérielle et retentissement viscéral sans tenir compte forcément des chiffres. Et il y a des urgences hypertensives relatives qui sont des élévations sévères de la pression artérielle sans retentissement viscéral évident. Et il faut faire la différence également entre la poussée hypertensive, qui est une élévation des chiffres de la pression artérielle comparativement aux chiffres habituels. Donc, on a en gros 3 situations. Les chiffres de pression artérielle sont élevés. Il n'y a pas de retentissement viscéral évident, c'est une urgence hypertensive relative. Ça peut être une élévation des chiffres comparativement aux chiffres habituels, sans qu'on soit vraiment dans la crise hypertensive. Et on a l'urgence hypertensive
absolue, qui est l'élévation sévère de la pression avec un retentissement viscéral qui est déjà présent. Donc, je vous montre un peu ce schéma. La question que vous devez vous poser, est-ce qu'il a une souffrance viscérale? Oui, c'est une urgence hypertensive. Non, c'est une poussée hypertensive et votre attitude thérapeutique va être différente en fonction de si on est devant une urgence hypertensive ou devant une poussée hypertensive. En poussée hypertensive, c'est un traitement par voie parentérale. En urgence hypertensive, en poussée hypertensive, c'est un traitement par voie orale et en urgence hypertensive, un traitement par voie parentérale. Donc, on récapitule. Élévation de la pression artérielle et complications présentes égale urgence hypertensive. Et quelles sont les pathologies qui se cachent derrière cette dénomination? Donc, en gros, on a essayé de regrouper les urgences hypertensives en deux groupes, les urgences thoraco-abdominales et les urgences neurovasculaires. Dans les urgences thoraco-abdominales, nous avons mis l'œdème aigu du poumon, les syndromes coronariens aigus et les dissections aortiques. Concernant les urgences neurovasculaires, nous avons les accidents vasculaires cérébraux, les encéphalopathies hypertensives qu'on appelle maintenant encéphalopathie postérieure réversible et la crise d'éclampsie. Donc, nous n'avons pas défini ces différentes pathologies et ce sera l'objet de votre travail de recherche. Mais pour bien comprendre la prise en charge ultérieure, il faudrait quand même qu'on vous fasse un rappel sur les déterminants de la pression artérielle. La pression artérielle est le produit du débit cardiaque et des résistances périphériques. La pression artérielle a plusieurs variations donc de premier ordre. Il existe une pression artérielle systolique qui est donc mesurée pendant la systole, une pression artérielle diastolique qui est mesurée pendant la phase de relaxation du cœur. Et donc, on peut calculer une troisième variable qui est la pression artérielle moyenne qui obéit à la formule suivante. Pression artérielle diastolique associée au tiers de la différence de la pression artérielle systolique et de la pression artérielle diastolique. Donc, pression artérielle diastolique plus le tiers de la pression pulsée qui est la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Donc, je vous invite à retenir la formule de la pression artérielle moyenne qui vous aidera après pour ajuster le traitement de vos patients. Donc, après avoir mesuré les chiffres de pression artérielle, après avoir calculé la pression artérielle moyenne, il faut confirmer l'élévation des chiffres de pression artérielle. Il faut savoir qu'il existe des causes de surestimation de la pression artérielle, soit parce que le brassard est inadapté ou parce qu'on est dans un contexte de stress psychologique, donc qui contribue à faire monter la pression artérielle. Donc, il faut pouvoir reprendre la pression artérielle, prendre la pression artérielle à 2-3 reprises pour confirmer l'élévation permanente des chiffres de pression artérielle. Il faut utiliser idéalement un moniteur électronique de préférence validé, adapté au bras du patient et il faut mettre le patient dans une atmosphère calme et détendue. Donc, en cas de différence entre les chiffres de pression artérielle du bras droit et du bras gauche de plus de 20 mm de mercure, c'est ce qu'on appelle l'anisotension, il faut considérer pour le suivi la pression artérielle la plus élevée. Donc, après avoir confirmé l'élévation des chiffres de pression artérielle, il faut rechercher une souffrance viscérale. Donc, un interrogatoire doit être réalisé et tant que c'est possible, il va concerner le patient. Sinon, c'est l'entourage. Donc, l'interrogatoire doit être succinct parce qu'on est dans le cas d'une urgence hypertensive et on doit rechercher rapidement les antécédents, les facteurs de risque cardiovasculaire, les traitements antihypertenseurs pris. Est-ce qu'il y a eu une interruption brutale de ces traitements? L'usage de produits qui pourraient faire monter la pression artérielle, donc le fait d'avoir pris des stupéfiants, le fait de prendre des corticoïdes et surtout le mode d'installation des symptômes et l'histoire de la maladie. Donc, à la suite, il faut donc réaliser un examen clinique surtout neurologique, apprécier la conscience, la force musculaire, examen cardiovasculaire. Est-ce que le patient
est assis? Est-ce qu'il ne peut pas se coucher? Donc, est-ce qu'il est orthopnéique? Et est-ce qu'à l'auscultation, on entend des râles crépitants bilatéraux symétriques? Est-ce que la différentielle entre la pression au bras droit et au bras gauche dépasse les 30 mm de mercure? Est-ce que les pouls ne sont pas entendus de manière synchrone et symétrique? Donc, on parle d'anisosphygmie. Et est-ce que les pouls sont abolis? Et il faut faire l'examen de tous les autres appareils. Donc, pour une femme enceinte, il faut apprécier la viabilité du fœtus. Voilà. Et donc, à l'issue de cet examen, il faut pouvoir répondre à certaines questions. Est-ce qu'il existe un déficit neurologique focal? Est-ce qu'il y a un trouble de l'état de conscience? Est-ce qu'il y a une asymétrie des valeurs de pression artérielle de plus de 20 mm de mercure pour la systolique et de plus de 10 mm de mercure pour la diastolique? Est-ce que le patient s'est plaint d'une douleur thoracique transfixiante ou constrictive? Est-ce qu'il s'agit d'une douleur à type de déchirure? Est-ce que cette douleur est rebelle aux antalgiques habituels? Et est-ce que ce patient a déjà fait des urgences hypertensives? Donc, à l'issue de votre examen, vous avez confirmé l'élévation des chiffres de pression artérielle, vous avez recherché le retentissement viscéral et vous faites vraiment attention à la fin à la présence d'un déficit neurologique, avoir retrouvé la notion d'une douleur thoracique, avoir entendu des râles crépitants, constater une dyspnée et puis apprécier la viabilité d'un fœtus. Donc, vous demandez rapidement un bilan paraclinique en fonction des données de l'examen clinique. On demandera un électrocardiogramme s'il y a une notion de douleur thoracique. Il faut demander des examens de sang, donc soit une troponine dans le sens d'un syndrome coronarien aigu, apprécier la fonction rénale, demander un ionogramme, demander la numération formule sanguine, les transaminases dans le cadre d'une évaluation d'un HELP syndrome, demander une imagerie cérébrale, un scanner ou une IRM cérébrale ou abdominale, et demander l'angioscanner thoracique dans un contexte de douleur thoracique si on suspecte une dissection aortique, examen des urines à la bandelette pour la grossesse. Donc, après avoir demandé ces différents examens, on pourra rapidement faire le diagnostic d'une urgence hypertensive. Donc, lorsqu'on pensera à un accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique parce qu'on a trouvé un déficit neurologique focal, on va demander un angioscanner cérébral ou un IRM cérébral. Lorsqu'on suspectera une encéphalopathie hypertensive devant un déficit neurologique non focal et des troubles visuels, perte de conscience, mais des modifications qui sont réversibles. Donc, on va demander un examen du fond d'œil et toujours faire la même imagerie cérébrale. Lorsqu'on pense à un syndrome coronarien aigu devant une douleur thoracique, qu'on appelle douleur thoracique infarctoïde, donc on va demander l'électrocardiogramme, le dosage des enzymes cardiaques et de la troponine I. En cas de suspicion d'œdème pulmonaire hémodynamique, on va trouver un tableau de détresse respiratoire aiguë avec l'auscultation de râles crépitants bilatéraux qui évoluent classiquement en marée montante. Donc, on demandera la radiographie du thorax et dosage des BNP, mais en sachant que le diagnostic de l'œdème pulmonaire, il est clinique. Donc, aucune exploration ne doit retarder la prise en charge d'un œdème pulmonaire aigu parce que son diagnostic est clinique. La dissection aortique évoquée devant une douleur thoracique migratrice à type de déchirure avec des signes d'hypoperfusion viscérale, il faudra réaliser l'angioscanner thoracique. Et après, on pourra coupler à une échocardiographie par voie transœsophagienne. En cas de prééclampsie, il s'agira donc d'une gestante qui présente des convulsions, des troubles visuels et donc elle aura le tableau qu'on appelle le HELP syndrome. Donc, il faudra doser la numération, transaminase, bilirubine pour apprécier la présence d'une hémolyse, d'une élévation des transaminases. Et une fois que le diagnostic de l'urgence hypertensive est fait, il faut organiser la prise en charge du patient. Et donc, pour ce faire, il y a des fondements qui sont importants pour la prise en charge des urgences hypertensives.
Donc, cette prise en charge, elle est codifiée. Il faut d'abord une titration adaptée d'un traitement antihypertenseur administré par voie intraveineuse. Et ce médicament doit avoir un délai d'action rapide et une durée d'action courte. Donc, pas de traitement par voie orale, un traitement par voie intraveineuse. Et on choisit des molécules qui agissent rapidement et dont l'action ne dure pas. Donc, délai d'action rapide, durée d'action courte. Il faut que on fasse baisser la pression artérielle rapidement, mais il ne faut pas que le médicament agisse plus longtemps qu'on ne le veuille parce qu'il faut pouvoir évaluer progressivement le niveau de l'urgence hypertensive. Il faut pouvoir lever le pied lorsque la pression artérielle est trop basse. Donc, fondement, traitement par voie intraveineuse, des médicaments de délai d'action rapide, de durée d'action courte. Et donc, ce sont des patients qui doivent être surveillés. Il faut surveiller leur profil tensionnel, le statut neurologique, il faut surveiller la diurèse, l'émission des urines. Donc, on donne des médicaments par voie intraveineuse qui agissent rapidement, qui ont une durée d'action courte, et c'est un patient qu'on surveille pour pouvoir renouveler les prises médicamenteuses par voie intraveineuse en majorant la dose ou en minorant la dose parce que ces médicaments ont une durée d'action courte. Et il faut prendre en charge ensuite le retentissement viscéral. Élévation de la pression artérielle, retentissement viscéral. On fait baisser la pression artérielle, on prend en charge le retentissement viscéral. Et il faut pouvoir avoir un objectif de pression artérielle. Il ne faut pas chercher à normaliser la pression artérielle. En général, chaque urgence hypertensive a un objectif. Et donc, l'objectif, ce n'est pas un objectif lié à la pression artérielle systolique isolée, lié à la pression artérielle diastolique isolée. En général, c'est un objectif qui prend en compte la pression artérielle moyenne. Donc, il faut pouvoir baisser de 20 à 25% la pression artérielle moyenne et puis progressivement atteindre l'objectif. Et donc, en fonction de l'urgence hypertensive, certaines urgences hypertensives ont des objectifs simplement liés à la pression artérielle systolique. Donc, nous vous donnons des protocoles. Donc, les molécules qui peuvent être utilisées pour le traitement antihypertenseur par voie parentérale, nous avons le labétalol qui est un bêta-bloquant. Le labétalol se présente en ampoules, des ampoules de 20 ml qui contiennent 100 mg. Donc, si dans une ampoule de 20 ml, j'ai 100 mg, donc par millilitre, j'ai 5 mg par millilitre que je peux diluer dans du sérum glucosé isotonique. Et donc, on administre à la seringue électrique, donc au pouce seringue. Et la dose qu'on donne, elle est de 0,25 à 0,5 mg par kilogramme. D'abord en bolus, donc on fait une première injection, puis 2 à 4 mg par minute en perfusion jusqu'à atteindre la pression artérielle cible. Donc ce sont des médicaments qui agissent rapidement, mais qui ont une durée d'action courte. Donc il faut privilégier l'administration au pouce seringue électrique. Et lorsque on n'a pas de pouce seringue électrique, donc il faut pouvoir mettre environ 6 ampoules dans le sérum glucosé isotonique. Et puis après, on arrive à une solution de 1 mg par millilitre et pouvoir coordonner avec son infirmier pour faire passer environ 2 mg par minute. Donc l'infirmier va vous compter un peu les gouttes. Ils ont cette habitude. Donc concernant la nicardipine, elle se présente en ampoule de 10 mg pour 10 ml qu'on peut diluer dans du sérum glucosé isotonique ou qu'on administre au pouce seringue électrique. Donc, la dose est de 8 à 15 mg par heure. Donc, ce que nous on fait en général, 30 mg qu'on ramène à 30 cc, donc la quantité suffisante pour estimer à 30 cc, c'est ce qui est écrit QSP30. Et on va à la vitesse 6, puis à la vitesse 3. Donc, on sait que ce sont des molécules qui ont un délai d'action rapide, mais une durée d'action courte. Donc, on peut toujours ajuster la
la dose injectée pour arriver à notre objectif de pression artérielle moyenne. Et lorsqu'on n'a pas de pouce seringue électrique, on peut toujours mettre 3 ampoules dans le sérum glucosé et faire passer par exemple 16 gouttes par minute, puis après 8 gouttes par minute. Donc il faut pouvoir collaborer avec le personnel paramédical. Donc, je vous donne un exemple pour la dissection aortique, qui est la pathologie qui nécessite la prise en charge médicamenteuse la plus agressive. Donc, lorsque le diagnostic de dissection aortique est fait, il faut chercher à atteindre une pression artérielle systolique en dessous de 120. Donc, je vous avais dit que par pathologie, l'objectif pouvait être différent. Donc, pour la dissection aortique, il faut viser une pression artérielle systolique inférieure à 120 mm de mercure et une fréquence cardiaque entre 60 et 80. Et raison pour laquelle on utilise le labétalol. Par exemple, à l'Institut de cardiologie, on a un protocole à partir du labétalol pour être sûr que la pression artérielle baisse et que la fréquence cardiaque soit entre 60 et 80. On utilise donc un bêta-bloquant par voie injectable, donc qui est du labétalol. Concernant les urgences neurovasculaires, il faut retenir qu'il ne faut pas procéder à une réduction de tension avant la réalisation d'une imagerie. Parce que les objectifs varient en fonction du type d'accident vasculaire. Lorsqu'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral hémorragique, on a un objectif de pression artérielle systolique inférieur à 140 mm de mercure. Alors que dans l'accident vasculaire cérébral ischémique, il faut respecter la pression artérielle. Si la pression artérielle est supérieure à 220 sur 120 mm de mercure, il faut à ce moment la faire baisser. Si le patient est reçu avant la 6e heure du début de l'accident et qu'il est éligible à la thrombolyse, tant que la pression artérielle ne dépasse pas 185 pour la systolique et 110 pour la diastolique, il ne faut pas faire baisser la pression artérielle. Si l'accident vasculaire cérébral ischémique est associé à une dissection aortique ou à un syndrome coronarien aigu, il faut faire baisser la pression artérielle. Donc, dans un contexte d'accident vasculaire cérébral, on fait une imagerie cérébrale pour décider. Si c'est un AVC hémorragique, on fait baisser la pression artérielle. Comme on l'a vu, il faut que la pression artérielle systolique arrive à 140 mm de mercure en 2 heures. Il faut toujours respecter la tension dans l'AVC ischémique, sauf si la pression artérielle dépasse 220 sur 120 mm de mercure. Il faut toujours faire baisser la pression artérielle si le patient peut bénéficier d'une thrombolyse. La thrombolyse étant l'injection d'un produit anticoagulant qui va aller lyser le thrombus. Et on le fait chez les patients qui sont vus dans les 6 premières heures du début de l'accident. Donc, si le patient a eu son premier signe il y a plus de 12 heures, quand il vient, on respecte la première consigne. Mais s'il est dans le délai et qu'on se trouve dans un centre où il peut bénéficier d'une thrombolyse et que sa pression artérielle dépasse 180 sur 110, il faut la faire baisser. Et si dans l'histoire, on se dit qu'il a une dissection aortique associée ou un syndrome coronarien aigu associé qui a été confirmé donc à l'imagerie, il faut également faire baisser la pression artérielle suivant l'objectif de la dissection aortique. Toutes ces précautions sont prises parce que la vascularisation cérébrale a une particularité. Donc, on voit la limite haute de l'autorégulation de la pression artérielle et donc cette limite haute, c'est la valeur de pression artérielle au-delà de laquelle le débit sanguin cérébral augmente avec la pression artérielle. Donc, au-delà de cette limite haute, le débit sanguin cérébral qui est en noir
augmentera avec la pression artérielle. Donc, si la pression d'un individu devient supérieure à cette limite haute, les conséquences de l'augmentation du débit sanguin cérébral vont être délétères. Donc, le dépassement de la limite haute de l'autorégulation va détériorer la barrière hémato-encéphalique. Et donc, une lésion de cette barrière va entraîner un œdème cérébral. Cet œdème cérébral va lui-même entraîner une compression des vaisseaux sanguins qui va aboutir à une diminution du débit sanguin. Donc, en général, la limite haute de régulation est entre 150 et 160 chez les sujets normaux tendus. La limite basse de l'autorégulation du débit sanguin se définit comme la valeur de pression artérielle en dessous de laquelle le débit sanguin diminue avec la pression artérielle. Donc, lorsque la pression artérielle systémique devient inférieure à cette limite basse, la chute du débit sanguin va entraîner un épisode d'hypoperfusion cérébrale et donc une augmentation du coefficient d'extraction de l'oxygène. Lorsque l'extraction de l'oxygène devient insuffisante pour satisfaire aux besoins des neurones, donc il y aura des perturbations du métabolisme neuronal. Donc vont apparaître des signes d'hypoperfusion cérébrale tels que pâleur, vertige qui peuvent aboutir à une perte de conscience. Donc lorsque les épisodes d'hypotension sont brefs, réversibles, donc, les conséquences sont minimes. Mais si l'hypoperfusion est sévère, à ce moment-là, on peut avoir la mort neuronale. Et donc, cette limite basse est en général autour de 50 à 60. Donc, la vascularisation cérébrale est un peu particulière. Donc, il y a une variation, il y a une fourchette de variation dans laquelle il y a une autorégulation. Donc, lorsqu'on est en dessous de la limite basse, on a une chute du débit. Et lorsqu'on est au-delà de la limite haute, on a une augmentation du débit. Et ça, c'est ce qui se passe chez un sujet normotendu. Mais chez un sujet qui est hypertendu, on a donc un déplacement de cette courbe d'autorégulation. Donc, la limite haute qui était autour de 150, 160 va se déplacer au-delà donc de 200. Et la limite basse va se déplacer autour de 90. Ce qui fait qu'un sujet hypertendu va mieux supporter des chiffres de pression artérielle élevés. Donc, vouloir baisser trop rapidement des chiffres de pression artérielle chez un sujet hypertendu, donc ça va gêner la balance d'autorégulation et donc va l'exposer soit à des signes donc d'hypoperfusion, baisse du débit, ou des signes liés donc à l'hyperdébit avec compression des vaisseaux, donc entraîner des signes d'ischémie. Raison pour laquelle chez un patient qui a une urgence neurologique, il faut faire la part des choses. Il faut faire l'imagerie et pouvoir adapter notre prise en charge en fonction de la pathologie effectivement présente. Devant le déficit focal, on ne sait pas si c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique ou ischémique. Il faut toujours faire l'imagerie cérébrale pour ne pas être délétère. Et donc, après avoir pris en charge donc, les chiffres de pression artérielle, il faut prendre en charge la complication. En cas de syndrome coronarien aigu, donc on a un protocole qu'on appelle le basique. Donc on met le bêta-bloquant, l'aspirine, la statine, l'IEC, et puis donc le clopidogrel, on met de l'héparine également. En cas d'œdème aigu du poumon, il faut administrer donc du furosémide et du dinitrate d'isosorbide. En cas de dissection aortique, c'est bien le bêta-bloquant, le labetalol par voie injectable, et il faut pouvoir s'aider d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion et procéder à une chirurgie en urgence. En cas d'accident vasculaire cérébral ischémique reçu dans les délais, il faut faire une thrombolyse. En cas d'accident vasculaire cérébral hémorragique, en fonction donc de la taille, il faut procéder à une neurochirurgie. En cas d'éclampsie, il faut évacuer l'utérus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est hospitaliser et surveiller toute urgence hypertensive. Il faut bien évaluer le niveau d'urgence viscérale en dehors des chiffres de pression artérielle. Dans la définition que nous vous avons invité à retenir, il n'y avait pas de chiffres de pression artérielle. Et donc, bien évaluer le niveau d'urgence viscérale
et après tenir compte maintenant des chiffres de pression artérielle pour ajuster le traitement. Et il faut surveiller le patient. La pression artérielle doit être surveillée chaque 15 minutes pendant la première heure et puis toutes les 30 minutes, puis un peu plus espacée dès que vraiment on est à distance de la période critique. Il faut surveiller la pression artérielle, surveiller la diarrhée, surveiller l'état de conscience et surveiller également des mouvements éventuels au niveau de l'ECG. Donc, en cas d'urgence hypertensive, c'est bien un traitement par voie intraveineuse. Hospitaliser le patient, faire un bilan et surveiller. En cas d'urgence thoraco-abdominale, en général, il faut baisser de 20% la pression artérielle moyenne en 2 heures et faire admettre le patient en unité de soins intensifs cardiologiques, néphrologiques ou de réanimation. En cas d'urgence neurovasculaire, il faut se poser des questions. Est-ce que le patient a une pression artérielle qui dépasse 220 sur 120? Est-ce que le patient bénéficiera d'une thrombolyse? Est-ce que le patient a une autre urgence hypertensive associée qui nécessite une baisse de la pression artérielle plus drastique? Si ce n'est pas le cas, il faut respecter la tension artérielle et l'admettre en unité de soins intensifs neurologiques. Si c'est le cas, il faut pouvoir administrer soit de la nicardipine par voie intraveineuse ou du labetalol par voie intraveineuse et chercher donc à atteindre l'objectif spécifique donc de l'urgence. En cas de pseudo-urgence hypertensive, le traitement doit être administré par voie orale. Donc c'est du captopril par voie sublinguale. Et il faut pouvoir surveiller toujours le patient pour être sûr qu'il ne va pas basculer dans la vraie urgence hypertensive. Et donc, dans les cas des poussées hypertensives asymptomatiques, donc élévation des chiffres tensionnels comparativement aux chiffres habituels sans que le patient n'ait de plainte, il faut adapter le traitement par voie orale, rechercher la cause déclenchante et c'est d'où l'intérêt de la réalisation des mesures en dehors du cabinet et le patient doit bénéficier de séances d'éducation thérapeutique pour savoir pourquoi est-ce que sa pression artérielle, pourquoi est-ce qu'il refuse par exemple de prendre ses médicaments, comment est-ce qu'il gère son stress. Et après la prise en charge initiale, si le plateau technique de nos structures ne permet pas une prise en charge optimale, il faut penser à transférer le patient, mais il faut transférer un patient stable. Il ne faut pas transférer un œdème aigu du poumon qu'on n'a pas contrôlé, le mettre dans une ambulance où il est tout seul avec l'ambulancier et le parent et il tombe dans des embouteillages par exemple. Donc transférer en unité de soins intensifs cardiologiques si c'est un œdème aigu du poumon cardiogénique ou si c'est un angor, si c'est un syndrome coronarien aigu. Parce qu'il existe des œdèmes aigus du poumon néphrogéniques, donc ils n'ont pas leur place en unité de soins intensifs cardiologiques. Il faut penser à transférer le patient en unité neurovasculaire en cas d'atteinte focale, proposer une chirurgie cardiovasculaire si c'est une dissection aortique et transférer le patient donc à la maternité en cas d'éclampsie, de prééclampsie. Donc ce qu'il faut faire, c'est traiter ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas traiter toutes les élévations de la pression artérielle comme des urgences hypertensives. Il ne faut pas prescrire de la nifedipine gélule 10 mg en sublingual. C'est ce qui était fait avant. Parce qu'il y a le risque élevé d'AVC ischémique par bas débit cérébral brutal. Et je vous avais montré la courbe d'autorégulation de la pression artérielle. En mettant la nifedipine 10 mg par voie sublinguale, c'est pratiquement une voie parentérale. Et vous avez mis à la fois 10 mg en une fois. Et donc, la pression artérielle baisse brutalement. Et donc, le débit sanguin cérébral également baisse brutalement. Donc, c'est une attitude qui était vulgarisée au début, mais qu'il ne faut plus faire. Et il ne faut pas prescrire du furosémide par voie intraveineuse pour baisser la pression artérielle en dehors de l'œdème aigu du poumon. Il ne faut pas considérer le furosémide comme un antihypertenseur. C'est un diurétique d'action rapide. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on parle d'urgence hypertensive lorsque on a une élévation de la pression artérielle et une complication présente. L'implication, c'est l'administration d'un traitement antihypertenseur par voie parentérale
en utilisant des molécules, donc on administre par voie intraveineuse, des molécules qui ont un délai d'action rapide et une durée d'action courte. Et il faut prendre en charge la complication. Donc, ce n'est pas une question de chiffres, mais c'est une question de retentissement.